Voilà, nous allons passer au témoignage. C'est notre maman qui témoigne, qui nous dit ceci. Elle s'appelle Aïssiatou. Elle est d'origine guinéenne, Guinée-Conakry. Son histoire ne commence pas par elle, elle commence par ses parents. Qui est-elle? Son père, c'est Monsieur Abdoul. Monsieur Abdoul est un Guinéen qui, lui, a rencontré maman Fatou. Il rencontre Fatou, avec qui il se marie, traditionnellement, comme les musulmans. Il amène à l'église, à la mosquée, on bénit les mariages. Ils mettent au monde Aïssiatou. Il décide de venir faire les études en Europe, en Belgique. Il arrive à Bruxelles, il étudie, il aime l'Europe, ça lui plaît. Quand il revient avec les diplômes, il rentre là-bas, il part épouser une deuxième femme qui s'appelle Fatima. Il épouse Fatima, donc il a Fatou et Fatima. Fatima accouche Amine, son fils Amine. Elle accouche Amine. De l'autre côté aussi, Fatou, elle est très mécontente. Très mécontente de pourquoi lui, il est parti prendre une deuxième femme pendant qu'elle a patienté 4 ans à l'attendre. Elle est restée avec bébé Aïssiatou pendant 4 ans. Le mari étudiait en Belgique. Quand il revient, il a des diplômes. Il part épouser une deuxième femme. Genre, elle est villageoise. Donc, ça fait beaucoup de palabres. Monsieur Abdoul décide de chasser Fatou. Chasse Fatou. Si tu ne veux pas accepter Fatim, je te chasse. Donc, quand on chasse Fatou, elle part, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Elle se rend compte qu'elle est enceinte de son fils Mamadou. Fatou accouche Mamadou. Donc, elle a 2 enfants. C'est moi le deuxième. Elle a accouché, on l'avait déjà chassé du mariage. Quand elle arrive là-bas, ça se passe très mal. Il reste avec Fatim. Le monsieur décide de partir en Europe. Cette fois-ci, pas pour étudier, mais pour aller se chercher. Quand il revient en Europe, il ne vient plus au titre d'étudiant. Il arrive ici en Belgique, à Bruxelles, en tant que quelqu'un qui est venu avec un visa normal, mais il vient caler. Quand il vient caler, il vient tomber sur une femme qui s'appelle Sylvia. Sylvia, c'est une Portugaise, blanche portugaise. Qui est-elle? Sylvia est venue travailler en Belgique. Elle a ses papiers portugais, elle a fait des études, elle a travaillé dans l'administration. Et dans l'administration, là, elle a eu un accident de travail. Dans l'administration belge, elle travaillait à la cuisine. C'est à l'État, c'est pour ça que je dis l'administration. Elle travaillait à l'État. À l'État, là, elle travaillait à la cuisine. Elle a eu un accident de travail, genre elle veut se couper la main ou quoi, c'était très grave. On l'a déclarée invalide et on l'a mise à la retraite. Donc, Monsieur Abdoul, quand il arrive en Belgique, vu que lui perdait le temps à étudier, il a genre 41 ans. Sylvia a 60 ans. Donc, on l'a mise à la retraite précoce. Ils arrivent, ils s'aiment. Monsieur Abdoul va dans les gens, je vais chercher les docs, les papiers. Donc, il se met avec Sylvia, il se marie. Il prend Sylvia, il l'amène là-bas dans son pays en Guinée. Les 2 femmes sont étonnées. Et Fatou, qu'on a déjà chassé avec 2 enfants, et Fatim, qui a l'enfant trésor, elle est surprise, c'est Whitey, c'est une blanche qu'on amène. Déception totale. Sylvia n'a pas signé là-bas à la mairie là-bas de Guinée. Donc, elle est partie lui donner les papiers à la source. Il est devenu le mari de Sylvia. Et en Europe et en Afrique. Il porte sa Sylvia, ils reviennent en Europe. Les 2 femmes de mariage est terminé. Kabi Boira. Donc, M. Abdoul arrive en Europe. Sylvia, est-ce qu'elle peut accoucher à 60 ans? Non. Sylvia, elle a un fils avec qui elle habite. Donc, quand M. Abdoul arrive, la même année qu'il est arrivé, il dit qu'il doit faire venir ses enfants. Du coup, il doit prendre son aîné qui est Aïssiatou. Son aîné qui est Aïssiatou doit venir en Europe. C'est comme ça qu'il fait les regroupements. Aïssiatou vient à son nom à lui et Sylvia. Parce que quand il a épousé Sylvia, il a bien dit à Sylvia qu'il a 3 enfants.
Aïssatou ici, elle est arrivée en Europe à 9 ans. Mais avant de venir en Europe, quand leur papa faisait les manœuvres qu'il est venu chercher Sylvia, et qu'il n'avait pas les papiers, la galère a dit, bonjour, je suis là, welcome dans notre famille. La maman là ne s'en sortait plus. Maman Fatou, la maman d'Aïssatou. Elle avait pris les enfants, elle est partie les laisser dans la famille d'Abdoul, parce que lui, il a une autre femme, Fatim. C'est comme ça qu'on avait pris Aïssatou ici. On est parti la donner à l'oncle d'Abdoul. Elle avait 7 ans. Quand son papa est parti en Europe, elle avait 6 ans. Donc, elle se souvient de son papa. Quand on est parti la laisser chez l'oncle du papa, elle avait 7 ans. Elle arrive chez l'oncle du papa. On l'a fait souffrir, souffrir, souffrir. Donc, elle n'avait pas le droit de jouer. Ça, vous comprenez pourquoi je vous raconte ça. Donc, on l'a traumatisée à 7 ans. On lui a appris à travailler. Vous connaissez la chanson. On raconte ça tous les jours. Elle n'avait pas le droit de jouer. Avant de finir les boulots. Un jour, elle est partie jouer. Donc, elle a terminé le travail. Elle est partie jouer. Quand la tante de son papa a compris qu'elle n'était pas dans la cour, on est parti la chercher là où tous les enfants jouaient si c'était au terrain. On l'a ramenée à la maison. On l'a tapé, 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 tapé le pilon même au dos. Elle a perdu les souffles, elle est tombée. À 7 ans, la voisine a crié, tu vas la tuer. Donc ça, c'est pour vous montrer comment on l'a tabassée à 7 ans. Elle a perdu les souffles. La voisine est venue la lever. Elle a fait 3 semaines d'hématomes. C'est aujourd'hui qu'elle sait que c'était des hématomes. Le dos bloqué, elle n'arrivait plus à respirer. Donc, pendant les 3 semaines de maladie, on lui imposait à travailler. C'est comme ça que la petite sœur de l'oncle, donc qui est aussi la tante de son papa, c'est pas la petite sœur de l'oncle, vient voir son frère oncle. Quand elle arrive, elle trouve l'enfant là, n'arrive pas à marcher, à ici à tous les corps. C'est quoi? Mamie, on m'a tabassé. Montre. C'est la belle-sœur. Donc, c'est la belle-sœur de la dame qui l'a tapé. Elle dit, la dame ici n'a pas encore entendu. Pourquoi elle peut te taper comme ça? Elle a des enfants. C'est comme ça qu'elle comprend que la maltraitance, c'est trop. Elle dit à son frère, oncle de son papa, elle dit à son frère, je l'apprends. Comment l'enfant peut être dans cet état et tu ne dis rien? C'est comme ça que la tante là la prend. Elle l'amène chez elle le même jour. Elle est partie guérir là-bas. Elle, dans ma vie, c'était la première fois qu'on me masse aussi, qu'on me montre l'amour et la gentillesse par une autre personne à part ma mère. Donc, elle reste chez la tante là, elle est choyée, on lui tresse les cheveux, elle porte les bons habits, elle respire, elle m'a dit, maman Kabibi, l'espérance de la vie. Donc, la tante la garde pendant 1 an. Quand la tante la garde pendant 1 an, lui, le papa, en Europe, il n'a pas encore les papiers, mais il a déjà rencontré la blanche. Maintenant, la femme, la Fatim, la deuxième femme, qui a mis au monde son fils Amine, elle voit que le mari ne fait plus signe. Pour montrer au mari que je suis toujours ta femme, malgré que tu es en Belgique, je sens un peu le mouvement est devenu lourd. Moi, en tant que ta femme, je dois récupérer tes enfants. C'est comme ça que Fatim, la deuxième femme, vient chercher Aïssatou. C'est pour montrer au mari que regarde, ton enfant habite chez moi. Même l'enfant de l'autre là, irresponsable qui a jeté. Moi, je suis une bonne femme, il ne faut pas me laisser pardon. Amène-moi en Europe. La tante là aussi, comme elle n'est pas hyper riche, son mari, son neveu là-bas en Europe, dit, oh tantine, merci beaucoup. Pardon, donne mon enfant à ma femme Fatim. C'est comme ça que Fatim vient la prendre. Elle a dit, maman Kabibi, la maltraitance a recommencé chez Fatim. Je me suis reposée comme 1 an. Maintenant, papa ne sait pas que Fatim me maltraite. Il ne sait pas. Fatim fait ça pour que le mari revienne l'amène en Europe. Or, le mari, en Europe là-bas, il était déjà avec la Portugaise, Sylvia. Quand le mari vient en Europe comme ça, Fatim est seulement surprise. Il est venu avec une blanche. Il a épousé la blanche. Il a fait lavage de cerveau à Fatim que il faut être une femme compréhensive. La femme ici, c'est pour les dos, c'est pour les kaolos, c'est pour les papiers. Toi, supporte seulement serre les cœurs.
Quand moi j'arrive, j'attrape seulement la nationalité. C'est toi et les enfants qui viendront. Donc le papa laisse Aïssiatou chez Fatim. Il repart avec une blanche qu'il a épousée. Il a dit à Fatim, tu ne vois pas qu'elle est vieille, je pars avec vous. Donc Fatim est resté tranquille. Quand il arrive là-bas, au lieu de faire venir Fatim, il fait les démarches pour Aïssiatou. Aïssiatou vient. Quand Aïssiatou vient, Fatim se dit que c'est la stratégie. On commence à nous appeler un à un. Parce que Fatim, son enfant est petit. Quand Aïssiatou arrive en Europe, elle arrive, c'est à Anvers. En Belgique, à Anvers, on parle flamand. Elle, Aïssiatou, elle parle français. Elle arrive chez maman Sylvia. Quand Fatim est arrivée en Europe, elle avait 9 ans. Donc, chez maman Sylvia, elle trouve un garçon de 30 ans. C'est un très grand garçon, il habite là-bas. Carlos. Maman Sylvia a déjà accouché un enfant. On lui présente et tout et tout. Ok, ta chambre, c'est ça. Elle a dit, maman Kabibi, moi je ne sais pas si c'est la malchance, si c'est quoi. Mais je vais te dire que la maltraitance ne regarde pas la couleur. La maman portugaise, là, ce qu'elle m'a fait, c'était seulement comme les mamans que j'avais laissées en Afrique. La portugaise, là, lui chantait que, comme tu es là, tu n'as pas de valeur. Tu es une sale noire. Ok? Toi et ton papa, hein? Détrompez-vous que vous allez rester avec ma maison. Moi, je ne suis pas les gens des blanches moutons, que vous entendez que moutons. Moi, je suis venue ici en Belgique. J'ai acheté ma maison. Ton papa, Abdoullah, il croit que lui m'a marié pour qu'il reste avec ma maison. Ma maison, c'est pour Carlos, son enfant blanc. Ma maison, c'est pour Carlos. Détrompe-toi. Ne rêve même pas. Ton papa, comme il est là, dans cette maison, il ne donne rien de rien. C'est moi-même qui ai déjà payé ma maison. Mon travail m'avait payé accident de travail. J'ai acheté ma maison. J'ai terminé de payer. Donc, toi, ne rêve pas d'héritage. C'est mariage des papiers. Je lui ai donné les papiers, ton papa. C'est ça la chanson qu'on lui chantait. À l'arrivée. On l'a fait servante en Europe. Ok? Pourquoi? Parce que quand elle est arrivée, elle ne comprenait pas le flamand. Elle ne comprenait pas le portugais. L'histoire d'hier, je vous ai dit qu'elle était portugaise. Elle n'est pas portugaise, elle est guinéenne. Mais elle a appris le portugais à 1000 à l'heure à 9 ans. Elle est guinéenne. Quand elle m'a laissé les voix, elle m'a dit, je suis angolaise. Vous allez comprendre pourquoi elle m'avait dit angolaise. Elle est guinéenne, mais elle est arrivée dans la maison d'une portugaise à 9 ans. Donc, elle a appris et le flamand, et le portugais. Apprendre à faire la différence. Bon, elle avait 9 ans, le cerveau, ça va. Donc, elle arrive là-bas. Carlos, il ne fait rien de rien dans la maison. Quand il se réveille le matin, avant d'aller à l'école, Carlos, il est déjà sorti pour aller au travail. Elle doit aller dans la chambre de Carlos, tirer les draps, arranger la chambre de Carlos, aérer et tout ça. À 9 ans, bon, elle était entraînée en Afrique. Seulement, là-bas, c'était dans une maison propre. Elle doit aérer la chambre de Carlos. Première règle, tu dois te laver une fois par semaine. Une fois par semaine, parce que l'eau coûte cher. Toi-même choisis, c'est lundi ou c'est samedi. Elle a choisi samedi. Donc, elle s'est lavée que samedi. Tous les jours, si tu laves le visage, tu essuies le visage avec les gants, tu essuies partout. Bon, elle avait aussi 9 ans. Elle a appris que dans sa vie, une femme se lave une fois par semaine. Ok. À part ça, c'est elle qui doit faire les ménages. À part les ménages là, si la maman là se lève, elle est énervée, tu passes à côté d'elle, elle la tape pour rien. Pour rien parce que tu es seulement passé. Peut-être que tu sens mauvais, elle ne sait pas. Si tu passes seulement comme ça, son esprit, sa Bible, elle te tape. Maintenant, quand elle part dire à son papa que, papa, ta femme m'a tapé, son papa la tape aussi. Il faut le respect. Je ne veux pas la mauvaise éducation des enfants d'Afrique qui viennent s'abîmer ici. Toi, tu viens de la Guinée. Nous, dans notre culture, on respecte les personnes adultes. Un adulte a toujours raison. Mais quand tu es enfant, tu ne sais pas qu'il y a des adultes bêtes. Moi-même, je regrette. Hein. Elle ne savait pas qu'il y avait des adultes bêtes. Donc, si elle va dire à son papa la tape parce qu'elle a dit. Ah,
Elle est restée là-bas 1 an de maltraitance. Elle a commencé à comprendre ce que Sylvia dit. Parce que Sylvia parle portugais chez elle. Elle parle flamand au travail. Enfin, en dehors de la maison. Donc, en tant qu'enfant stratégie, elle a dit, bon, il faut que je me fasse apprécier par Sylvia. Donc, il faut que je sois comme bénéfique à Sylvia. Que je commence à donner les informations. Elle est partie dire à Sylvia que, tu vois, moi, comme je suis ici, je suis l'enfant de maman Fatou. Mais la maman là chez qui j'habitais, que toi tu crois que c'est ma maman, ce n'est pas ma maman. C'est la femme de papa, elle s'appelle Fatim. Elle a son enfant, Amine. Donc papa comme il est là, il a une autre femme. Elle l'a attrapé. Elle l'a tabassé. Quand elle a terminé, elle est partie chercher Abdoul. Abdoul a dit, tu as dit quoi? Viens ici. On l'a tapé ces jours-là. Donc, elle a regretté sa stratégie. Elle a regretté la stratégie, n'a pas marché. Donc, Sylvia, elle pensait que Sylvia va l'utiliser pour les informations. Elle sera un peu gentille. Imaginez un peu un enfant de 10 ans peut faire des calculs comme ça. Tellement elle cherche l'amour. Elle dit, maman Kabibi, j'ai chômé 1 année. Après, ils sont partis me mettre à l'école. Ils ont dit que je comprends maintenant les flamands. Ils m'ont appris ça seulement dans la maison, les 2 langues. Quand on la met à l'école, maintenant, elle doit partir à l'école à pied. Et heureusement, l'école, c'est dans les quartiers. Maintenant, à l'école, dès qu'elle a commencé à partir, elle a dit aux enseignants qu'elle est maltraitée. Comme les gens se passent les mots, non? Les enseignants ont dit qu'il n'y a pas de preuves. Si elle est maltraitée, elle n'a qu'à fuir. Moi-même, j'étais étonnée. J'ai dit, la Belgique, il y a des moments où ils sont pressés à arracher les enfants des gens. Et il y a des moments, quand tu as besoin, ils n'arrachent pas. Ces gens ici font les choses exprès. Elle a dit à l'école, hein, elle était vraiment partie dire à l'école que moi, on me tape, parce qu'on lui avait dit qu'il y a des choses qu'on appelle les foyers. On a dit que tu n'as qu'à fuir. Si tu fuis, nous, on va te trouver les foyers. Mais il faut fuir. Mais elle va fuir comment? On a dit qu'il faut l'autorité du grand. Donc, elle reste chez eux. Maman Sylvia est venue à l'école. Elle a dit, le carnet ici, c'est le carnet de la maison. Elle doit signer à l'heure à laquelle elle quitte l'école. Parce que de l'école à la maison, c'est 15 minutes à pied. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. À chaque coup qu'elle sort de l'école, elle doit écrire l'heure et vous signez. L'école doit reconnaître que, oui, elle est partie à 12h50. Ça, c'est le contrôle personnel de maman Sylvia. Bon, maman Sylvia, les jours qu'elle avait marché avec sa démarche d'une maman de 60 ans, elle avait fait 15 minutes. Elle suppose que toi, tu es jeune. Donc, c'est 10 minutes. OK? Si à 11, tu n'es pas là. Si je prends ton cahier, je calcule. Donc, dès qu'elle entre, on regarde l'horloge. Donne le cahier. Si tu as dépassé 2 minutes, ta journée commence avec les baffes. On va la taper d'une façon que... Donc, elle était stressée et angoissée. Elle dit, Maman Kabibi, j'étais en Belgique. Hein? Imagine que les enseignants là, ils étaient d'accord à ce que je falsifie l'heure et ils signaient. Ils étaient conscients qu'on me maltraitait, mais ils ne voulaient pas me prendre. Donc, il y avait des jours, peut-être il y a un prof qui n'est pas venu, un enseignant. Je sors de l'école à 10h. Au lieu de rentrer à 13h30 à la maison. Je suis à moi sortie à 10h, mais j'écris 13h30. Quand je parle, les types là signent. Je ne vais pas me promener au parc, je pas ma soeur, je respire un peu parce que c'était mon seul répit. Donc, elle grandit comme ça jusqu'à l'âge de... Bon, tout ça là que je vous explique. Dès qu'elle est arrivée en Belgique, maman Sylvia a commencé à l'amener à l'église. Dans une église des Brésiliens, parce qu'on prêche en portugais. Elle m'a dit qu'il y a beaucoup d'églises des Brésiliens là-bas. Donc, elle est née musulmane, d'une maman musulmane. La personne qui l'a amenée à l'église, c'est maman Sylvia. Maman Sylvia qui l'a tapée. Elle ne manque jamais l'église dimanche. Jamais. C'est là qu'elle est partie connaître Jésus. C'est obligatoire. Pourtant, son papa, c'était un musulman. Donc, quand elle part à l'église, là, le portugais encore s'est amélioré dans sa tête. Donc, elle part à l'église. Elle aime beaucoup prier parce que, elle me dit, tu vois, à l'église, elle dit, Maman Kabibi, tu vois, quand tu disais dans tes trucs là, il faut compter sur Dieu. Elle dit, tu vois, comme moi, je compte sur Dieu depuis que j'ai 9 ans. Donc, j'étais abandonnée. Mon papa me tapait avec sa femme. Donc, quand je suis partie à l'église, là, je comprenais le portugais. Je compris que les Jésus là qu'on dit, tu peux compter sur lui. Mais je ne le vois pas. Elle a dit, bon,
Peut-être comme on a dit que lui, il est gentil là, que je commence à compter même sur lui. Elle a dit, moi, je restais comme ça la nuit, je l'appelais Jésus, tu me connais? Jésus, tu as dit quoi? Quand je vais me réveiller le matin, on va me taper. Donc, j'ai causé avec Jésus toute la nuit. Maintenant, elle grandit comme ça dans la foi chrétienne. Bon, maman Sylvia, depuis qu'elle a pris la retraite, hein, on lui avait donné la retraite anticipée, elle était, comment elle m'a dit, légende des cartes. Elle était voyante. Elle faisait les coris. Elle appelait ça coris. Donc, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Elle était féticheur. Maman Sylvia. C'était les genres des portugaises là. Tu peux venir, tu as ton problème. Hein? Elle te fait les genres un peu fétiches. Elle te dit des histoires, boules d'ambiance ou boules de cristal. Ça s'appelle boules quoi? Vous qui connaissez les boules là, ces boules là. Les boules là où on voit les vies des gens, où on invoque, je ne sais pas ce qu'on fait là-bas. Donc, elle faisait ça chez elle. Maintenant, quand elle grandit, elle a 11 ans. C'est quand elle vient se rendre compte que, soi-disant son papa, c'est un féticheur. Elle a appris ça seulement dans la maison là. Comment elle a appris? Elle a dit, tu vois, quand je suis arrivée, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Je ne comprenais pas le flamand. Je me demandais, la maman ici, elle a beaucoup des amis noirs. Elle est méchante, hein. Moi, elle m'insulte, mais ses amis sont des noirs. Elle avait 9 ans, elle ne savait pas que c'est les fétiches. Maintenant, maman Sylvia, elle avait beaucoup de clientes noires, des Congolaises. Elle a dit, moi, les premiers Congolais que j'ai entendu que ces gens ici, on les appelle des Congolais. C'était les clientes de maman Sylvia. Les mamans zaïroises allaient là-bas regarder les fétiches, regarder si c'est quoi. Donc, elle et papa, ils ont fait un groupe de sorciers, si c'est des féticheurs. Elle ne savait pas qu'ils ne sont pas c'était un féticheur. Où il est devenu féticheur en Europe. Où il est devenu, elle ne savait pas. Bon, quand tu es enfant, tu ne sais pas qui est ton père. Donc, son papa, soi-disant, en Belgique, là-bas, il est connu comme un marabout. Il faisait les fétiches pour les gens qui avaient l'argent. Peut-être c'est comme ça qu'ils se sont connus. Avec maman Sylvia. Donc, c'était un couple dur. Si tu joues avec toi, ils vont t'ensorceler. Maintenant, une cliente de maman Sylvia, on peut l'appeler maman Jézabel. C'est mieux seulement une fois. On peut l'appeler Jézabel. Maintenant, maman Jézabel, c'était une zaïroise. La zaïroise, là, elle habitait à Bruxelles. Mais elle parlait flamand. Alors, du coup, elle ne sait pas si c'est Bruxelles ou c'est à côté de Bruxelles. Mais la zaïroise, là, parlait flamand avec maman Sylvia. La zaïroise, là, son mari, il faisait le diamant. C'était un homme riche. Elle était la femme légitime. On a pris la maman zaïroise, on est venu l'installer en Belgique, on lui a acheté la maison. Maintenant, elle était la cliente de maman Sylvia. Quand elle venait, elle l'aimait bien. Elle dit, tu vois, c'était des mamans. Elle dit, maman Kabibi. Les mamans zaïroises sont gentilles. Hein. Elle a dit, elle dit, parmi les clientes là qui venaient parfois, les blanches et tout ça, c'est moi les mamans zaïroises qui faisaient cas de moi. La maman là, Jézabel, quand elle venait, elle aimait bien, ça va, et tout ça, tu commences à parler les néerlandais. C'est pour ça qu'elle croyait que c'était ses amis. La maman là, elle viendra la caresser comme ça, tes cheveux sont sales, et tout ça, tout ça. Le jour que la maman zaïroise a dit que ses cheveux étaient sales, c'est le jour qu'on a commencé à lui couper les cheveux. Elle, sa coiffure, c'était bouquille devant. Donc, s'il va lui couper les cheveux elle-même, imaginez une Portugaise qui n'est pas coiffeuse, qui a l'accident de travail, ses mains sont devenues un genre. Elle prend les ciseaux et te coiffe. Elle a dit, moi, maman Kabibi, je n'avais pas les cheveux parce que Sylvia dit que, apparemment, vos cheveux là, il faut les entretenir et tout ça. Elle n'a pas le temps. Donc, on lui coupait les cheveux. Elle n'avait pas de modèle de cheveux. Elle dit, avec les froids tu viens de Guinée. On me coupe tous les cheveux. Maintenant, avec les froids de la Belgique, elle a dit, même mon corps, l'essence de mon corps ont grandi en minutes. La maman zaïroise, quand elle venait, en tout cas, elle m'a dit, elle était gentille, la Jézabel. Là. Maintenant, Jézabel venait pourquoi? Jézabel, son mari l'a installée en Belgique, avec ses enfants. Son mari est parti à Kinshasa là-bas, faire le malin. Il est parti engrosser une fille là-bas, Yvonne. Quand il engrosse Yvonne, Yvonne commence à vouloir prendre la place de Jézabel. Elle a entendu seulement le son que Yvonne veut confirmer. Jézabel tombe enceinte de son mari en Europe. Elle apprend que Yvonne est enceinte. Les gens lui disent, sa famille et tout ça. La petite là, Yvonne, est en train de confirmer avec papa ici. Jézabel a dit, quoi? Donc moi, je suis mouton, je suis venu garder les enfants ici. Lui, il veut me faire la concurrence. Jézabel a commencé à venir là-bas.
Jézabel a accouché en janvier, Yvonne a accouché en février. Ça a donné la folie à Jézabel. Jézabel venait là-bas chaque jour. Donc, Jézabel venait voir elle, maman Sylvia, et son papa à elle, Abdoul. C'est comme ça qu'elle dit un jour, maman Kabibi. Elle était dans la chambre avec papa, leur bureau là où papa travaillait. J'entends papa lui demander en français, parce que papa parle français. Il n'est pas à l'aise en flamand comme maman Sylvia. Et puis Jézabel, c'est une zaïroise. Elle parle français. Moi, je comprends le français. Elle entend son papa lui demander, dis-moi ce que tu veux. Si c'est en pleine incantation, dis-moi. Donc, parle clairement ce que tu veux. Jézabel a dit, je vais récupérer ma place. Je vais récupérer ma place. Je ne veux plus qu'elle soit avec mon mari. Son papa lui a demandé, tu es sûr? Elle a dit, je suis sûre qu'ils étaient en pleine séance. En tout cas, elle a entendu, c'est là qu'elle a entendu l'histoire là. Elle-même de ses propres oreilles. Bon, le papa a dit, je vais faire un travail. Le travail là n'est pas réversible. Comme tu as accepté. Elle entendait tout ce qu'on disait à Jézabel. Elle a dit, la maman ici a quel problème? Là maintenant, elle savait déjà que son papa c'était un féticheur. Ok? Donc, Jézabel est sortie, comme d'habitude, toute gentille. Après, quoi ça? Jézabel est partie au Congo, à Kinshasa. Elle est partie un voyage très rapide, comme une semaine. On ne sait pas ce qu'elle est partie faire au Congo. Jézabel est revenue. Quand Jézabel revient comme ça en Europe, 3 mois après, la fille là est morte. Elle a dit, Kabibi, je ne sais pas si c'est papa qui a bouffé la femme là, ou c'est maman Sylvia qui a bouffé la femme là. Elle a dit, maman Kabibi, la femme là est morte. Tu sais comment je sais? Quand la femme là, elle est tombée malade. Donc, d'une maladie, peut-être de 2 jours, la fille là est morte. La Yvonne là, elle est décédée. Quand maintenant elle décède, mais bien sûr que la dame là, Jézabel, et la Yvonne là, ne se sont pas rencontrés parce que ce sont des rivales. Mais il fallait que Jézabel amène les choses là au Congo. Si c'est aller mettre ça, oui. Elle n'a pas compris, elle sait que la femme là est morte. Maintenant, pourquoi elle a su ça 3 mois après? Parce que quand elle décède, son mari à elle, maman Jézabel, avait reconnu l'enfant là. C'est ça qui donnait l'attention à Jézabel. Vous aussi, les voleuses des maris, laissez les maris d'autrui. Vous mettez seulement au moment de vous arrêter là, non? Donc, quand Jézabel avait entendu que le mari a reconnu l'enfant d'Yvonne, ça veut dire que l'enfant d'Yvonne est devenu aussi héritier. Ah, ce sont les enfants du gars. Les gars là, c'était Moulouba. Est-ce que les Balouba jettent les enfants? Donc, l'enfant est devenu héritier. Si l'enfant là devient héritier, ça veut dire qu'Yvonne va profiter. Donc, Yvonne veut prendre ma place. Moi, on ne prend pas ma place. Donc, vous voyez déjà quelqu'un qui part entrer chez les fétiches, même chez les Guinéens. Donc, elle entre partout. Maintenant, quand la fille là décède, vu que son mari l'avait reconnue, elle a dit à son mari d'aller récupérer l'enfant. C'est comme ça qu'elle le sait. Pourquoi? Parce que quand la femme la meurt, 3 mois après, l'enfant est déjà en Belgique. Pardon. Donc, à Kinshasa, là-bas, la famille d'Yvonne pense que, quand même, le papa de l'enfant avait reconnu l'enfant. Et il a dit qu'il vient prendre son enfant. Il est responsable. Vous voyez que les Balouba n'abandonnent pas les enfants. Notre Yvonne est morte. Que l'enfant aille même profiter en Europe. Alors que l'enfant part chez la personne qui a tué sa maman. Et maintenant, Jézabel venait raconter tout ça là-bas chez eux. Bon, elle, pourquoi elle le sait particulièrement? Parce que quand l'enfant là est venu, vu que Jézabel l'aimait bien, elle a dit à Sylvia qu'elle commence à aller garder les 2 bébés. Parce que les 2 bébés là, ils ont une différence de 1 mois. Elle a dit, maman Kabibi, les enfants là, ils n'avaient pas 1 an. Ils n'avaient pas 1 an. Toute la manœuvre que je te dis là. Donc la dame là, quand elle a accouché, peut-être qu'elle est décédée, son enfant avait les 7 mois, des choses comme ça. Le bébé, ça avait donné la folie à Jézabel. Elle venait là-bas presque chaque jour. Elle n'avait pas la paix. Donc, elle était devenue la nounou du bébé de Yvonne qui est morte. Pas la nounou tout le temps, mais de temps en temps, comme maman Jézabel, elle avait 2 bébés et qu'elle ne voulait pas payer les nounous, Sylvia l'a traitée comme une bonne. Bon, Jézabel l'aimait bien. Elle a dit, par contre, quand j'allais chez elle, elle me donnait les goûters. Elle a dit, maman Kabibi, elle était gentille. Elle a dit, tu vois, moi, les chrétiens me dépassent. Parce que chez la maman Jézabel, là, officiellement, ce sont comme des chrétiens. Donc, elle dit, vous les Congolais, vous êtes des chrétiens. Elle était gentille avec moi, mais elle venait de tuer sa rivale.
Elle me donnait les goûters. Elle était gentille. Elle dit, tu vois, une maman gentille. Porte les piles ici, non? Elle dit, j'aimais même aller là-bas. En plus, elle avait l'argent. Elle avait une grande maison. J'ai resté jouer les bébés, là, je m'assois par terre et tout ça, comme j'étais déjà habituée comme une bonne. J'ai fait garder les bébés, là, des bébés. Pourtant, elle avait d'autres enfants. Hein. Bon, ces enfants, elles, ce sont les enfants d'Europe. Ils ne vont pas garder les bébés. Elle, on l'a traitée comme une bonne. Elle venait garder les bébés. Elle était très gentille, la Jézabel. Donc, quand elle allait là-bas, parfois, elle entendait quand Jézabel parle au téléphone. C'est comme ça qu'elle connaît l'histoire là détaillée. Elle dit, ouais. Elle dit, je l'ai regardée. Comment quelqu'un peut être double face? Elle dit, Maka Bibi, moi, les chrétiens me font même peur parfois. Elle a dit, Sylvia, elle était voyante. On partait dans l'église, notre église de base, c'était les Portugais. Mais elle s'est baladée dans toutes les églises évangéliques. Elle a dit, il faut faire attention, maman Kabibi. Tu vois, il y a d'autres blancs là. Vous les voyez à l'église, ils viennent s'asseoir devant. Oh, ce sont des blancs ou ce sont des Portugais. Ce sont des sorciers. Elle a dit, Sylvia venait peser les pasteurs. Elle venait peser les puissances des pasteurs. Elle a dit, tu vois, maintenant l'église des Portugais là, ils savaient que c'était une voyante. On l'avait déjà attrapée voyante là-bas. Donc, le pasteur là lui disait toujours que tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Il faut choisir un camp. Comment toi tu as 2 dieux et tout ça? Elle s'en foutait. Donc, maman Jézabel aussi chez elle, officiellement, ce sont des... Dieu va faire. Bon, pas une vraie chrétienne, mais si tu pars chez elle, officiellement, elle va te dire qu'elle est chrétienne. Même si elle ne va pas à l'église et tout ça, elle va dire seulement, Nzambe kaka. Des réactions comme ça. Donc, elle évolue dans ça. Et maintenant, dans leur quartier là où ils habitaient, ils avaient une voisine. Bon, une voisine, vous entendez que c'est sur la rue, hein, une maman du quartier. Maintenant, la maman du quartier là aussi, c'était une Zaïroise. On peut l'appeler Maman Christa. Maman Chriska. Maman Chriska, c'est une maman zaïroise qui avait déjà des petits-enfants. Elle dit, tu vois, les mamans zaïroises qui sont venues, congolaises, hein, quand je dis zaïroises, qui sont venues il y a longtemps là, en Belgique, elle a déjà acheté sa maison, ses enfants ont grandi, ils sont partis. La maman là, elle habitait dans la rue. Elle a compris que, le Malien là, il a une petite fille. Maintenant, elle me voyait, on m'a déjà coupé les cheveux et tout ça. Elle dit, un jour j'ai passé, elle m'a appelé, viens. Elle m'a dit, comment ça va? J'ai dit, bonjour maman, ça va. Elle a dit, ma fille, j'ai remarqué que tu ne sens pas très bon. Elle a dit, maman, je veux faire comment je me lave une fois par semaine. La maman, elle a dit, elle dit, je me lave une fois. Elle a dit, mais c'est pour ça. Quand tu passes, je dis, mais l'enfant ici, c'est une petite fille comme ça. Elle avait déjà les 12 ans, les 11 ans, 12 ans. Tu sens mauvais. Tu sens la chair qui a déjà collé au corps. Elle a dit que je me lave une fois. Elle dit, viens. Ils sont partis d'abord chez la maman zaïroise. Elle a fait entrer dans la douche. Elle a donné les gels et les shampoings. Elle a dit, tu sais te laver. Elle a dit, maman, je sais me laver. Elle lui a donné les gants là. Elle m'a dit, les gants des zaïrois là, les lignoukas, les trucs là. Elle a dit, lave-toi. Elle s'est lavée, frotter. Elle s'est lavée. La maman zaïroise, elle a dit, viens. Toi, tu es comme ma petite fille. Il ne faut pas te laver une fois par semaine. Tu as déjà tes périodes. Oh oui. Même quand tu as les périodes, tu te laves une fois. Elle a dit, Elle a dit, c'est pour ça que j'étais déjà remarqué. C'est pour ça que j'ai toujours l'enfant ici sent mauvais comme ça. Pourquoi? Une petite fille qui grandit sous mes yeux, elle sent mauvais. Elle a dit que non, la maman, là, elle a dit non. La propriété d'une femme, ce n'est pas les déodorants. Elle a dit, comme ils dorment tard là-bas, le matin quand toi tu pars, ils doivent se réveiller, trouve la maison propre. Réveille-toi même à 4 heures. Hein? Tu fais couler l'eau un peu, tu te laves. Elle a dit, c'est la maman zaïroise qui lui a donné la technique. Elle a commencé, elle a dit maintenant comme j'étais aussi bonne. La maman là m'a dit, quand tu t'aimes de te laver, tu essuies la baignoire que ça sèche, comme ils te font travailler là. Essuie ça vraiment, que quand elle vient toucher, elle touche vraiment que c'est sec. Donc elle s'est lavée silencieux. Elle dit, maman Kabibi, tu t'es déjà lavé silencieux. Donc tu fais couler comme ça. L'eau coule sur ton corps. Donc l'eau ne peut pas comme ça. L'eau coule en douce sur ton corps. Et comme ils savent que tu es ménagère, bon après c'est la nuit, ils dorment. Ils ne savent pas que tu te laves. Elle a dit, je comme ça me laver tous les jours. La maman zaïroise a dit, tu t'es lavé? Je dis, oui maman, je me suis lavé. Elle a dit, je me laver tous les jours. Même en hiver, Kabibi, je vais me laver, je vais ouvrir la fenêtre pour que toute l'odeur du savon sorte. Et je vais sécher la baignoire, je sèche, ça devient sèche. Sylvia ne savait pas qu'elle s'est lavée. Elle a dit, la maman Christa, là, elle m'aimait beaucoup. Beaucoup.
Donc, elle s'évolue. Maman Christ, ça devient comme son appui. À qui elle va raconter tous ses malheurs, toutes ses souffrances, tout ça. Elle va lui dire, assieds-toi ici, mange les saka, mange les pondous, mange comme si. Bon, manger, on la faisait manger, mais c'était des choses des Portugais. Donc, elle évolue comme ça. Vous-même, vous avez compris le système de l'école, stressée, tabassée et tout. Elle ne peut pas se rebeller, elle ne peut rien faire. Son papa, calé en Europe, il n'est pas appris en Guinée. Son papa ne donnait rien de rien dans cette maison-là, effectivement. Il donnait rien. Tout l'argent qu'il travaillait, c'était pour lui. Elle, lui, il était jeune, elle était vieille. Maintenant, quand elle a 13 ans, le chien est tombé malade. Ça, j'ai oublié de vous dire. Maman, Sylvia, elle avait un chien. Maintenant, le chien Milou. Milou, un chien, ça se sort, non? C'était son travail. Elle devait sortir le chien. Vous voyez, un chien, il doit aller marcher. On fait faire le sport au chien. Le chien doit aller courir, il doit voir dehors. Donc, elle, dans les programmes journaliers, sortir les chiens et tout et tout. Maintenant, Milou, le chien, il avait déjà mis longtemps. C'était un vieux chien qui a déjà grandi, qui a déjà vieilli. Milou est tombé malade. Quand il part chez le vétérinaire a dit que non, Milou est vieux. C'est mieux, on l'injecte de quelque chose, il meurt. On les laisse, on ne peut pas les soigner. Ça, c'est la vieillesse. Elle a dit, ah bon? Non, 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 on ne peut pas tuer Milou. C'est mieux, on laisse Milou décéder tout seul, mourir. Elle a dit, comme Milou est malade, il ne peut plus dormir dehors dans la cage des chiens. Milou va commencer à dormir dans sa chambre. Dans sa chambre, elle. Parce que c'est elle qui sortait Milou tous les jours. Maintenant, Milou est malade. Milou n'arrive plus à marcher. Milou a vieilli. Donc, la maison de maman Sylvia, elle est en étage. Les chambres sont au-dessus. Donc, elle doit porter Milou. Monter avec lui les marches, mettre Milou dans la chambre. Dans les paniers des chiens. Comme Milou la connaît, c'est elle, c'est de la baladeuse. Milou tousse. Elle dit, maman Kabibi, je dormais avec Milou. Milou pleurait la douleur. Comme les chiens pleurent. Toute la nuit. Tu ne vas pas dormir. Pendant 7 mois. Milou n'est pas mort pendant 7 mois. Elle ne dormait pas la nuit. Elle a dit, je partais à l'école, je dormais. Maintenant, un jour, tellement qu'elle était épuisée. Maman Sylvia avait acheté. Bon, il faut savoir qu'elle parle beaucoup de portugais et de néerlandais. Elle m'a, si j'ai bien compris, elle m'a dit qu'elle avait acheté, si c'est la vaisselle, si c'est quoi, un truc comme ça dans la cuisine. Maman Sylvia a acheté ça. Elle était fatiguée. Maman Sylvia, elle-même, elle a cassé sa vaisselle. Elle a dit, tu te rends compte, elle est dans sa cuisine. Non, non, elle a accroché si c'est quelque chose. Sa vaisselle est tombée, ça s'est cassé. Maintenant, maman Sylvia a dit que c'est elle. Pourtant, quand c'est tombé, ça s'est cassé. Et des étaient au salon. Ils ont dit que... Elle part et regarde, elle dit que... Ah, tu as cassé ma vaisselle. Elle a dit que Bibi, ça fait parmi les fois où on m'a tapé. J'avais 13 ans. On m'a tabassé. Quand elle m'a tapé, papa était en haut, papa est descendu. Elle a dit, ton enfant a cassé ma vaisselle. Oh, son papa avait vu là, elle avait mis, peut-être ça a glissé, c'est tombé. Quand elle essaie de dire à son papa, ce n'est pas moi. Elle a dit, tu vois, ces jours-là, j'avais refusé d'accepter. Donc, elle a dit, tellement me taper parfois, j'ai dit, j'accepte, comme ça, il me laisse. Elle a dit à son papa, papa, ce n'est pas moi. Je n'ai pas, j'étais au salon avec elle. Hein? Donc, tu as dit que Sylvia a menti. Son papa l'a tapé. Elle a dit, là, c'était la première fois qu'ils m'ont chassé. Ils m'ont mis dehors, dans les froids. Ça a commencé à 13 ans. Quand elle est restée dehors, elle dit, Kabibi, j'ai pleuré, Jésus, tu es où? On a dit que toi, tu es amour. Maintenant, moi, elle a dit, j'ai pleuré. Elle a dit, c'était le premier jour qu'elle est restée dehors. Elle a dit, il va demander aux gens en Flandre, là-bas. Il fait comment? Parce qu'ils habitent là-bas derrière Anvers. Ah! Le froid, on l'a fait entrer ça à 1 h du matin. Les larmes ont déjà séché, ça ne sort plus. La galère a bien commencé là-bas. Donc, elle évolue dans sa galère. Elle connaît beaucoup des Aéroises. Elle est partie parfois porter plainte à la police, faire des dénonciations ou des mains courantes et tout ça. Rien. On ne la place pas, on la loge, on la laisse seulement là-bas. Elle habite là-bas. Donc, ils évoluent.
Et donc, la maman Zaïwa, là, continue toujours à l'encourager. Elle raconte tout ça à l'église. Hein. Son église, là, qu'elle a commencé à 12 ans. Tout ça, elle a 9 ans. Elle raconte au pasteur. Les pasteurs connaissent très bien maman Sylvia, qui est une mauvaise femme. Mais elle a dit, Kabibi, personne ne va t'aider. Tu habites chez tes parents. Qui viendra te prendre? Elle a dit qu'elle avait écouté les témoignages d'une maman qui avait raconté que, je crois qu'elle était à Paris, hein, la maman là. Et puis, je crois on l'a maltraitée. Elle est partie dans une église, une sœur là, comme elle jouait avec leur bébé, on les a pris. Elle a dit, ouais, elle a eu la chance, la sœur là l'avait dit, moi je partais à l'église. Je ne cachais pas, je disais à tout le monde. Personne ne me prenait. C'est comme si j'avais la malchance. Donc, imagine même à l'école, on refuse de te prendre. Personne ne me prenait, personne. Les gens connaissaient ma situation, mais personne ne me disait que je vais t'aider. J'ai dit à l'église, j'ai dit à la police, j'ai dit à l'école, personne ne m'aidait. Donc, elle est restée avec Jésus dans son cœur. Donc, elle souffre comme ça jusqu'à ce qu'elle a 16 ans. J'espère que je n'ai pas sauté. L'histoire, elle a été vraiment racontée devant, derrière, devant, derrière. Voilà. Un jour, elle est partie travailler chez la maman là. Elle est partie travailler chez la maman. Ça, c'est... Ok. Je crois, ma chasse est dehors, j'attends dire mon cousin. Ok, ça c'est autre chose. Voilà. Elle est partie travailler chez maman Jézabel. Quand elle arrive chez Jézabel, Jézabel est gentille ces jours-là. Jézabel l'a payé. Parce que Jézabel, ça dépendait des jours. Il y a des jours, elle peut donner 5 €, prendre les bis ou des choses comme ça. Jézabel lui a donné un truc comme... en tout cas, elle m'a donné comme 10 €. Donc, elle aussi, elle a 13 ans. C'est une jeune fille. Elle est partie, elle m'a dit, ils ont un magasin là-bas en Belgique qui s'appelle Zeiman. Elle dit, Mama Kabibi, Zeiman, c'est seulement comme au marché. Tu vois, moi, dans ma vie, on m'achetait que des habits du marché par Sylvia. Je ne sais pas si c'est Sylvia qui achetait ou c'est papa qui achetait, mais c'était habits marché, c'était ma grande sapologie. Donc, elle est partie à Zeiman. Toi aussi, tu es une jeune fille, tu dis, ah, je vais acheter un petit t-shirt de 10 €. Elle arrive à Zeiman, elle achète. Elle rentre avec Sylvia, la regarde, elle entre. C'est qu'elle a les sacs là, c'est quoi? Elle montre. Tu as eu ça où? Oh, j'ai acheté. Toi, tu es parti chez Jézabel, on t'a payé, tu as pris l'argent, tu as acheté les t-shirts. Pourquoi tu n'as pas ramené l'argent là ici? Toi et ton papa, vous habitez gratuitement ici. Hein? Toi et ton papa, vous habitez gratuitement. Comment dès que tu as 1 €, c'est pour participer dans cette maison. Va remettre. Mais c'était la nuit. Donc le lendemain, elle a dit, va remettre les t-shirts là. Tu me ramènes l'argent. Elle dit, Mama Kabibi, je suis partie à Zeiman. J'arrive comme ça. Je tombe sur une caissière arabe, marocaine. Elle m'avait vu hier, parce que j'avais acheté les soirs en fin de soirée. Elle me voit les t-shirts. Elle dit, oh, je suis venue pour remettre. Mais elle dit, tu vois, dans les magasins, les gens sont habitués que je suis venue échanger les modèles, pas quand même remettre que remettez-moi l'argent. Oh. Elle a dit, mais pourquoi tu veux remettre? Regarde-nous ça. Elle a dit, maman marocaine, arrête seulement de me montrer les vêtements. Récupérez les t-shirts, vous me donnez l'argent. Quand la Marocaine a insisté, mais moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, ma mère a dit que je remette, elle-même elle viendra m'acheter. La Marocaine là, elle a seulement compris que ça c'est une histoire de... Elle est partie là, taper à la caisse. Elle a dit que c'était 10 €, donc si c'est 5 €, c'était trop moins cher les t-shirts. Donc il ne voulait même pas de longues histoires. Elle a tapé seulement à la caisse, elle a pris l'argent, elle lui a donné. Elle a regardé comment elle part. Elle a dit, tu vois moi, les gens avaient pitié. Yo! Personne ne m'aide. Tout le monde avait pitié de moi, mais personne ne faisait rien. Donc, elle rentre. Hein. Elle est partie donner l'argent à Sylvia. Sylvia a pris bien l'argent. Hein. Ah oui, c'est son argent. Vous habitez gratuitement. Toi et ton papa, vous êtes venus me profiter. Donc, ça se passe très mal. Maintenant, dans leur quartier, comme au centre-ville de leur village, il y avait un boucher. Le boucher, là, il avait une terrasse devant. Et il faisait des petits services, des petits amuse-gueules, des petites viandes, pour un peu les Belges, comment ils aiment manger. Donc, elle connaissait, tout le monde connaît le boucher. Elle est partie, elle a dit, bon, maintenant j'ai 16 ans. Elle est belge depuis longtemps, hein, depuis qu'elle a peut-être 10 ans. Elle avait la nationalité. Donc, elle part, elle dit, bon, j'ai 16 ans, maintenant je peux travailler, je peux, voilà. Elle part chercher les messieurs les bouchers. Oh, messieurs les bouchers, pardon, est-ce que je ne peux pas venir travailler chez toi de temps en temps? Parce qu'elle, elle faisait l'école de diamant.
Donc, l'école des diamants, le diamant, le bijou, c'est une école, c'est une branche. Et là, tu vois, moi, j'ai fait l'école des diamants parce que j'étais très intelligente. Maintenant, j'étais intelligente pour les convaincre à m'apprécier. J'étais intelligente pour les convaincre à m'apprécier. Et je n'arrivais pas à les convaincre. Donc, malgré mon intelligence, là, ils m'insultaient toujours. J'ai travaillé. Imagine, on me maltraitait, mais j'ai étudié. Je disais peut-être qu'ils seront contents. Elle dit, et papa, et maman Sylvia, ils ne sont jamais venus à la convocation de l'école, réunion des parents. Elle a dit, moi, on me demandait même plus les parents, parce qu'ils ne venaient pas eux deux. J'ai passé des classes à moi comme ça. Les professeurs eux-mêmes, ils écrivaient. Donc, elle a dit, maman Kabibi, il y a des gens ici en Europe, on ne les aide pas. On ne les aide pas. J'ai passé des classes comme ça, les parents ne viennent jamais et tout ça. Je faisais tout toute seule. J'ai décidé de faire l'école des diamants. C'est les enseignants qui m'ont transféré. Donc, mes parents s'en foutaient. L'école des diamants, là, c'était gratuit. Mais il y avait seulement un peu de fournitures, des livres à payer et tout et tout. Bon, si son papa a une bonne intention, de temps en temps, il peut payer les livres. Mais elle, tous les matériaux, elle partait étudier seulement à la bibliothèque, des choses comme ça. Elle a dit, je suis très intelligente comme tu me vois ici. Donc, elle étudiait l'école des diamants. Maintenant, à 16 ans, là, elle s'est dit, il faut que je fasse des jobs pour acheter des bons livres et puis des petits matériaux, même si l'école était gratuite. Elle est partie supplier les bouchers. Les bouchers disent, j'ai pas besoin, ni de servir, elle a dit, pas à boucher. Ça me fait un peu d'argent pour... Quand elle a dit au boucher qu'elle étudiait l'école des diamants, il a regardé, ah bon? Ok. Moi, je peux te prendre seulement samedi. Samedi, je peux mettre quelqu'un en repos parce que les gens, ils travaillent là-bas toute la semaine. Comme ça, tu vas les remplacer. Je ne vais pas beaucoup te payer, peut-être 80 €, 10 € par heure. Tu viendras faire la plonge, un enfant de 16 ans. Elle dit, ok. Mais comme tu as 16 ans, tu habites chez tes parents, il faut qu'il y ait l'autorisation, tu sais comment. En tout cas, il faut que tes parents sachent. Bon, elle est partie chez eux. Elle a dit à Sylvia que non. Le boucher l'a supplié à venir travailler chez lui parce que il a besoin de quelqu'un. Elle a changé l'histoire. Comme Sylvia connaît les bouchers et il respecte les bouchers, Sylvia et son papa ont accepté. Elle dit, maman Kabibi, j'étais heureuse. J'ai dit, maman Sylvia a accepté avec facilité comme ça. Elle a dit, maman Kabibi, les bouchers là. Donc, dès que tu as dit, imagine, j'étais une petite fille, j'avais 16 ans. Premier job officiel, à part garder les enfants gratuitement que je faisais. J'étais debout à laver la vaisselle pendant 8 heures du temps, au vrai sens du mot. Sans repos. Donc, quand tu vas aller t'asseoir 15 minutes, là, tu sens les pieds font tchic, tchoc, tchic, tchoc, tchic, tchoc. Elle a dit, c'était dur. Ça l'a dépassé. Elle a dit, tu vois, quand on passait comme ça, on voyait qu'il y avait des gens qui, les Belges, moi, tu ne peux pas t'imaginer que derrière, là, ça court comme ça. C'était très dur. Elle a travaillé 4 samedis. On l'a payé un truc comme 350 ou 400 €. Elle était contente. Oh là là. Elle était vraiment heureuse. Quand elle prend l'argent, là, on l'a payé seulement le samedi qu'elle a terminé là. Elle est rentrée. Si c'était sans contrat et si c'était avec contrat, on lui a donné son argent dans les mains. Elle rentre à la maison. Elle est contente. Jésus, j'ai gagné l'argent. Moi aussi, j'irai donner la dîme. Elle a dit, maman Kabibi, dimanche, on part à l'église avec Sylvia. Maintenant, ce jour-là, on est parti chez les Brésiliens. Elle est partie toujours chez les Brésiliens. C'est Sylvia parfois. Elle partait chez les Brésiliens ou bien elle part chercher d'autres pasteurs à faire la domination là-bas. Donc, quand ils partent là-bas, on commence à prêcher, oh, les offrandes, les dîmes, les actions de grâce et tout ça. Elle, le ciel s'est levé. Elle est partie mettre, oh, le pasteur brésilien l'a regardé. Et tu travailles. Oh, que Dieu te bénisse. Moi, pas les pasteurs, elle l'aimait bien. Oh, que Dieu te bénisse, qui fructifie ton argent. Vous connaissez les pasteurs a tapé la prière. Sylvia était étonnée. Elle dit, l'enfant s'est parti donner la dîme. Après, l'église n'est pas demandé au pasteur. Oh, est-ce que les petits enfants aussi doivent donner la dîme? Le pasteur dit, oh, l'enfant est enseigné. Cet enfant est à l'église depuis ses 9 ans. L'enfant sait qu'elle voit tous les jours les gens donnent la dîme. Elle a travaillé. Elle est reconnaissante à son Dieu. Elle est venue donner sa dîme. Elle a dit, les petits enfants ne donnent pas la dîme. Moi, il faut que tu me remettes la dîme là. J'ai dit, comment ça? Non. Comment elle, une petite fille comme ça, elle a fait des jobs, elle vient donner la dîme. Le pasteur dit, est-ce que moi, je vais demander sa dîme? Ah! Il a dit, Sylvia, il faut que tu changes. S'il te plaît. Sylvia n'a rien dit, mais elle a vu déjà les mouvements à l'église. Sylvia l'a monté dans la voiture. Quand ils arrivent à la maison, elle a dit, toi et ton papa, vous nous volez.
elle et son fils. Vous nous volez. Tout ce qu'elle achète ici, elle achète avec son argent de la retraite. Son argent de l'accident de travail. Ton papa, il ne donne rien. Comment une personne censée réfléchir comme tu supposes là que tu es intelligente peut aller travailler, gagne de l'argent, au lieu de donner à la maison la contribution, elle va d'abord aller donner la dîme. La dîme, tu as donné à qui et pourquoi? Les dieux là, tu l'as déjà vu. Elle dit, maman Sylvia. Elle a dit, Dieu là, qu'on dit, toi tu l'as déjà vu. Pour prendre de l'argent, on en a besoin dans la maison ici. Toi, tu vas donner que tu as donné à Dieu. Tu as donné à quel Dieu? Va récupérer la dîme. D'abord, amène-moi ton salaire. Elle a dit, jamais. Comment ça, jamais les salaires? Elle a dit, tu m'amènes les salaires là maintenant et tout de suite. Tu vas me donner l'argent là. Toi, tu habites ici. Tu vas travailler, tu vas donner la dîme. Moi, ça, c'est mon argent que tu travailles. Parce que toi et ton papa, vous êtes des voleurs. Vous mangez notre argent, l'argent de moi et Carlos. On vous nourrit, on vous loge et tout ça. Vous êtes des profiteurs. Donc, toi, tu veux commencer le système de ton papa. Lui, il ne donne rien. Amène-moi les salaires là. Elle a dit, maman, j'ai calé. Elle a dit, quand j'ai pensé à mes pieds qui faisaient tic-tac, j'ai dit, hein? Donc, moi, je suis allée travailler là-bas, c'était pour acheter mes livres de diamants. Elle veut que je lui donne. Je ne vais pas lui donner l'argent. Elle a refusé. Maman. Elle dit, j'avais 16 ans. Les coups, je les pesais. J'ai fouillé aussi. Donc, elle ne pouvait plus me taper comme quand elle me tapait à 9 ans. Sylvia a fait quoi? Elle m'a chassée. Elle m'a chassée, je suis restée dehors. Elle a dit à papa, papa m'a grondé. Depuis quand tu résistes à l'adulte, patati patata. Elle a dit, moi, je ne vais pas lui donner mon argent. Le papa l'a grondé, on l'a laissé dehors parce que jusqu'à... Elle a dit, moi, Kabibi, il est froid, il m'a tué. J'ai commencé à suffoquer là-bas. Ils sont venus mourir à 4 h du matin. Papa dit, donne l'argent là. Elle a dit, tellement j'avais froid. Je suis partie prendre l'argent, j'ai donné. Mais j'ai dit, par contre, je ne vais pas demander la dîme. Si j'ai pris l'argent à 4 h du matin, elle est rentrée dormir. Elle a pleuré. Jésus, vraiment. J'ai travaillé, j'ai eu mal aux pieds. Donc, je n'ai pas jeté les livres. Sylvia dit que c'est bon, tu peux continuer à travailler. Parce que maintenant, elle travaille pour Sylvia. Elle dit, maman Kabibi, j'ai travaillé le 2e mois. Maintenant, Sylvia lui a présenté un garçon. Elle l'a poussé dans les bras d'un garçon. Le garçon là, je peux l'appeler... le garçon là, je peux l'appeler Samuel. Samuel, c'est un Angolais. Samuel, il habite aussi en Belgique. Il travaille. Et c'est un beau gosse. Elle m'a dit, un beau garçon. Elle dit, moi, je parle portugais. Si je parle portugais, donc elle me présente Samuel. Elle commence à me pousser dans les bras de Samuel. Donc, elle veut que je sois en relation avec Samuel et tout et tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne connais pas les garçons. Je suis une chrétienne. Moi, j'étais vraiment une chrétienne, une croyante. Je ne voulais pas. J'étais éduquée par l'église. Donc, c'était les seuls parents que je voyais dans ma vie. La maman Chris Kala, la congolaise, et l'église. Donc, je ne veux pas. Si je comprends que je ne veux pas. Mais Samuel, il était très gentil. Il me disait des mots d'amour. Il m'encourageait et tout et tout. Donc, je l'appréciais. J'aimais causer avec lui parce qu'il me réconfortait. Il était gentil envers moi. Mais j'ai refusé que je ne vais pas sortir avec toi. Maintenant, elle a un autre cousin parce que son papa, il a un frère finalement qui est venu en Belgique et le frère du papa a fait venir ses enfants. Donc, le frère du papa là, on peut... Est-ce qu'il faut lui donner un nom? Je ne connais même pas trop des noms musulmans. Bref, le frère du papa, il habite à Bruxelles. Alors, son fils, on peut l'appeler qui? Le nom d'un musulman, on peut l'appeler Ibrahim. Ibrahim, c'est son cousin. Ibrahim, il vient d'arriver d'Afrique. Il vient chez papa Abdul. S'il venait chercher les fétiches, s'il venait faire quoi, il ne sait pas. Mais Ibrahim, il venait souvent chez papa Abdul. Donc, quand il vient, il a fait l'amitié avec Sylvia. Ibrahim est grand. Hein? Donc, quand il est là, les 16 ans, là, Ibrahim, il a même les 29 ans. Il est venu en Europe par retard. Donc, il fait l'amitié avec Sylvia et tout, ils s'entendent super bien. Elle commence à la critiquer chez Ibrahim. Et comme elle est là-bas, elle connaît déjà les garçons et tout ça. Pendant qu'elle a refusé de sortir avec le garçon là, Samuel, qu'elle lui a présenté. Mais elle va dire à Ibrahim qu'elle connaît les garçons. Ibrahim est indigné. Toi, tu connais les garçons qui ne t'ont pas épousé. Donc, Ibrahim, il s'en fout qu'elle soit chrétienne. Il la considère toujours comme une musulmane d'Afrique. Elle dit, moi, je ne connais pas les garçons. Tu connais les garçons. Si tu as dit que tu connais les garçons. Eh, Ibrahim, je ne connais pas les garçons. Ibrahim dit, il commence à faire comme contrôleur. Parce qu'elle a 16 ans. C'est compliqué de la taper maintenant. Elle a grandi.
Donc, Ibrahim devient comme deuxième mère de son papa. Et vous comprenez que Sylvia vieillit. Parce qu'elle, maintenant, elle commence à grandir. Donc, ça se passe très mal avec Ibrahim. Elle travaille le deuxième mois. Le deuxième mois, Sylvia dit, donne l'argent. Elle a dit, elle ne va pas donner. Je t'ai déjà donné les premiers salaires, toi et Dieu. Donc, bénédiction des parents et des dieux. Moi, les salaires ici, c'est pour acheter mes livres, des diamants. Quand ils ont voulu lui faire le deuxième jeu, elle a dit, maintenant, les jours-là, Ibrahim est venu. On l'a enfermé dehors. Maintenant, Ibrahim, il ne sait pas bien parler portugais. Donc, Sylvia, aussi, à force de rester avec son papa, elle a appris un peu de français. Donc, elle et Ibrahim, c'est conversation charabia. Donc, un coup, elle parle des mots français, un coup, elle dit des mots en flamand. Ibrahim aussi, c'est des oui, il a l'intérêt chez Sylvia. Elle entend dire à Ibrahim, ok, moi, de toute façon, je ne peux plus la supporter. Il faut que tu partes acheter le billet, tu vas la ramener en Guinée. On va lui dire que sa maman veut la voir ou que la famille veut la bénir et tout ça. Tu pars la laisser là-bas. Elle a dit, ma Kabibi, quand j'ai entendu ça, qu'on va les me livrer. Donc, il y a Ibrahim, il viendra me porter pour me ramener en Guinée. C'est elle qui va payer les billets. Elle dit, moi, je ne pars pas. Elle dit, je suis restée dehors. Je vois seulement, ils viennent, ils m'ouvrent la porte. Ils me disent, ils me demandent plus l'argent. J'ai dit, donc c'est ça votre mission. Elle a dit, lui là, comme il est villageois là, il peut venir m'arracher l'argent la nuit. Parce que parfois, il dormait là-bas. Elle a dit, quand je suis entrée seulement comme une domestique, j'ai pris ma carte d'identité et mon argent. Je suis descendue dans la cave. Je suis partie cacher ça dans mes chaussures. Donc, je sais qu'ils vont me taper, fouiller toute ma chambre. Ils ne vont jamais trouver ça. Elle a caché ça dans ses chaussures, dans la cave, en bas. Donc, la plus bonne chaussure qu'elle a poussée, qu'elle a fait comme ça, là, c'est là qu'elle a mis dedans. Elle a dit, Seigneur, garde mes 400 € et mon identité. Moi, je n'irai pas en Afrique. Elle est partie dormir. Le matin, elle a dit, je suis descendue, j'ai fait le ménage, arrangé la chambre de Carlos comme je fais tous les jours. Ça, elle fait depuis qu'elle a 9 ans, c'est la routine. Elle est partie. En bas là-bas, elle a pris ces quelques ustensiles, des diamants. Elle a dit, je suis partie à l'école avec des cartables. Comme ils ne savaient pas que j'avais entendu. Elle a porté maintenant son argent et ses trucs. Elle est partie à l'école. Elle a dit à ses enseignants, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Moi, comme je suis venue à l'école ici, je ne veux plus rentrer. Vous m'avez dit de fuir. Les enseignants lui ont dit non, ce n'est pas comme ça. Va à la gendarmerie. Et elle est partie à la gendarmerie. Comme on la connaissait déjà, qu'elle a déjà porté plainte, déposé des mains courantes, ils lui ont dit, ok, là, ce sont tes affaires. Elle a dit, oui, c'est mes affaires. Moi, je ne rentre plus là-bas. Elle a dit, vraiment, ils veulent m'envoyer en Afrique parce que je travaille chez les bouchers du quartier, du village, patati patata. Les gendarmes, pour une fois, ils ont appelé pour elle l'assistante sociale. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous avais dit, le témoignage est long. On va raconter la deuxième partie demain. En tout cas, merci à vous tous. Ne soyez pas impatients, c'est une histoire vraiment où on va vraiment comprendre la gloire de Dieu. Il y a tellement d'étapes, d'épisodes dans cette histoire et je suis sûre que j'ai passé d'autres étapes. Et je sais que je n'ai pas tout dit. Elle m'a raconté cette histoire pendant 2 heures. Pendant 2 heures, elle a parlé avec son cœur. Donc, on va s'arrêter au niveau de la gendarmerie. On va continuer demain. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre patience. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à écrire des commentaires en bas d'encouragement. N'hésitez pas à liker. Vraiment, nous sommes une team bénie par la parole, bénie par les témoignages. Vraiment, c'est ça qui donne la force et la beauté de la chaîne. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Donc, sans plus tarder, on va rappeler le pasteur Amadou qui va nous conduire dans la prière de clôture et on va se retrouver la prochaine fois, demain, si Dieu veut, s'il fait grâce. En vous remerciant tous. Peace and love chez vous.